Alors déjà, permettez-moi de déconstruire le terme environnement. C'est-à-dire que quand on dit environnement, ça veut dire qu'on n'est pas dedans. Ce qui vous environne, ça veut dire pas dedans. Et c'est pour ça que dans la conception en tant qu'écologiste, c'est pour ça que je suis un écologiste, pas un environnementaliste, ça veut dire qu'on est dans la nature, et la nature est en nous. Nous sommes nature. C'est-à-dire que ça donne une autre vision du monde. C'est-à-dire que très souvent, alors c'est pour ça que nous avons choisi le terme environnement, nous n'avons pas voulu parler d'écologie. C'est normal, c'est normal. Ça me permet justement de rebondir et de dire, c'est-à-dire que il y avait une vision du monde qui est, c'est une vision progressiste du monde, qui est plutôt du 19e siècle jusqu'au 20e, où on pensait effectivement que l'homme devait absolument, c'est Newton qui disait, faire rendre gorge. C'est-à-dire on veut absolument maîtriser la nature, la contraindre, la domestiquer, etc. Et la dompter, l'idée de dompteur, un homme dompteur, etc. Mais on a très vite compris que d'une part, on voit bien, l'actualité là, pour nous le rappeler, dompter la nature, ça nous donne cette affaire. Mais ce que je dis très important, on verra même que ça a des conséquences au niveau de la conception de l'aménagement qu'on peut avoir. On a très vite compris que la nature n'était pas domptable comme ça. Et qu'il n'y avait pas une sorte de césure entre nous et la nature, mais que nous étions dans la nature. Et que, comme d'ailleurs développaient d'autres civilisations, qui ont non occidentales ou non européennes, c'est-à-dire que nous considérons que nous sommes dans la nature et que nous devons vivre avec les éléments naturels, dans le respect des éléments naturels, etc. Et ça, c'est la conception qu'aujourd'hui de l'écologie, c'est une conception montante, parce qu'il y a eu aussi une histoire de l'écologie. L'écologie a démarré avec le courant de l'hygiénisme, c'est-à-dire les gens qui disaient, bon, il faut bien manger, bien respirer, faire attention à des produits. Et puis progressivement, elle a évolué dans l'environnementalisme, c'est-à-dire comment, on parle d'environnement, donc comment être dans une autre relation avec son environnement. Mais il y avait un élément d'extériorité, c'est-à-dire qu'on est quand même en dehors, a évolué jusqu'à une autre conception de l'écologie qui, on est dedans, on est dans l'environnement. Et que, en fait, en malmenant les éléments naturels, eh bien, ça veut dire qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Ça me paraît évident. C'est notre espace de vie, ce qu'on pourrait appeler l'environnement. Et il nous appartient effectivement d'avoir notre conception. Il ne suffit pas de dire que être écologiste, j'ai entendu ça, c'est améliorer le système tel qu'il est, de domination capitalistique, avec des évolutions, et puis il ne faut surtout pas faire de politique, parce que l'écologie, c'est une idéologie, un idéal transversal, pas du tout. L'écologie, c'est une vision du monde, complètement différente. On ne peut pas dire qu'on va faire de l'écologie en disant, continuons à produire de la même manière, continuons à développer le même type d'agriculture productiviste, où c'est la quantité qui compte, où on va abuser de produits pour être dans une logique de rentabilité économique. Donc la vision écologique du monde doit, comme dirait l'écologie tue, n'est-ce pas? Eh bien, on doit défaire, déconstruire les choses, voir quel système économique on met en place. Je prends un exemple. Il ne s'agit pas de rejeter l'entreprise, pas du tout. À une époque où, franchement, j'étais pour la collectivisation. Je suis revenu. Moi, je crois beaucoup à et ça, c'est mon petit côté un peu libertaire. Je crois à l'initiative privée, je crois à l'entreprise en tant que telle. Mais après, c'est la vision qu'on a du monde économique. On est dans un monde économique tel qu'il est conçu par les néolibéraux, où on dit c'est c'est la concurrence, je dois te tuer pour vivre. C'est un peu la loi de la jungle, je te tue pour vivre. Où on se dit qu'on est, d'ailleurs je n'invente rien, je me permets notamment de citer un philosophe qui s'appelle André Gorz, où il dit qu'il faut une économie de la coopération. C'est-à-dire que tu as une entreprise, moi j'en ai une autre, bon, on peut se dire, en ayant une qualité pour exister, mais je te dis, mais on peut faire des choses ensemble. Comme on est, surtout quand on est des petites ou des moyennes, pas très grandes entreprises, encore très petites entreprises, on peut mutualiser ce nombre de choses, ce nombre de, comme on dit, de fonctions, je ne sais pas moi, la communication, les ressources humaines, les marchés, le mobilier. Enfin, il y a des choses qu'on peut mutualiser, partager. Donc c'est notre vision de l'économie. Jusqu'à aller, par exemple, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les coopératives d'activité, c'est-à-dire un système coopératif qui fait que des entrepreneurs se mettent ensemble. En général, c'est des artisans, des petites entreprises, et ils salarient dans un premier temps, par exemple,
d'autres entrepreneurs potentiels jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour voler de leur propre aile. Et l'entrepreneur qui était d'abord salarié, qui est devenu entrepreneur, eh va aider d'autres, etc. C'est une dynamique solidaire qui ne rompt pas avec l'idée d'entreprise, mais qui est dans une dynamique de la coopération et non pas, comme on dit à notre peuple, de la prédation. C'est-à-dire qu'on va absolument tuer l'autre pour exister. Il faut sortir de cette vision du monde et de l'économie pour être plus dans une vision de l'économie de la coopération. C'est cette idée forte-là que nous défendons. Donc si je comprends bien, votre vision de l'environnement est liée à l'économie, au système économique du monde. Oui, c'est pour ça que je dis que nous sommes des écologistes. C'est-à-dire l'écologie est une vision globale. D'ailleurs, les écologistes ont le slogan, mais qui ne se détachent pas du terrain, du concret et du local. C'est pour ça que le slogan des écologistes consiste à dire nous pensons global et nous agissons local. Nous pensons globalement, mais nous agissons localement. Et c'est cette relation. Nous agissons de manière locale pour atteindre le global. Tout à fait, mais ça, je prends un exemple. La nature, bon, il y a des interconnexions. C'est-à-dire vous aurez un étang qui a une fonction écologique ou une rivière qui a une fonction écologique en fonction de la mer. C'est-à-dire que moi, je peux défendre ma rivière, mais en défendant ma rivière qui est un combat très local, parce que la rivière est entrée localement, eh bien, il faut voir aussi la relation entre la rivière, ce qu'elle apporte à la mer. Mais quand on prend la mer des Caraïbes, la mer des Caraïbes ne se limite pas à une commune, ne se limite pas à la Martinique, c'est une mer qui est partagée par beaucoup d'autres pays et qui est en interconnexion avec d'autres mers de la planète. C'est qu'effectivement, l'écologie ne connaît pas les frontières, mais connaît la frontière. Je vais expliquer. On pourrait dire que c'est contradictoire, parce que je dis, je suis écologiste, ça ne connaît pas les frontières, et en même temps, je suis pour la souveraineté. Mais justement, c'est-à-dire que, comme aussi, il faut comprendre qu'il y a une sorte d'imbrication dans la boîte, c'est-à-dire qu'on parle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Par exemple, on parle du local, on va au global. Vous disiez qu'on parlait de coopération, c'est-à-dire que même si je suis souverain dans mon pays, dans la mesure où je cherche à agir sans forcément polluer, sans forcément détruire mon voisin, je dois construire avec mon voisin pour avancer. Oui, c'est-à-dire que, alors, c'est la conception de la souveraineté. La souveraineté, des gens qui disent, vous êtes souverainiste, ça veut dire que vous voulez vivre en autarcie. C'est moi, une sorte de repli identitaire, c'est un souverainisme qui correspond à un repli identitaire, mais c'est pas du tout ça. Être souverainiste, c'est avoir la volonté de maîtriser les interrelations, les interdépendances du monde. C'est-à-dire qu'on a la conscience que le monde est interconnecté en quelque part, mais le maîtriser ces interconnexions, c'est avoir une souveraineté sur un territoire donné qui entre forcément en relation avec d'autres territoires. Et c'est pour ça d'ailleurs que je salue le passage de Patrick Chamadou qui reprend chez Bisson l'idée d'une sorte d'éthique de la relation. On est en relation, toi et moi, on est en relation commune entre communes, on est en relation le pays Martinique avec d'autres pays de la Caraïbe avec d'autres zones, d'autres régions du monde, etc. C'est cette interconnexion du monde, mais qui n'interdit pas. Ça s'oppose, bien sûr, c'est ça où l'écologiste ne peut pas être néolibéral, à la globalisation néolibérale, parce qu'on nous dit il faut un monde où, soi-disant, tout circule, les hommes, les biens, alors que c'est surtout la marchandise qui circule plus que les hommes, mais ça profite à un groupe, à l'échelle planétaire, au détriment des autres, et ça creuse les inégalités. Ce n'est pas de ce monde-là dont nous voulons. Nous voulons effectivement d'un monde interconnecté, d'un monde solidaire, où on est solidaire des autres, mais où nous respectons notre capacité en tant que citoyen à pouvoir décider à la fois sur un territoire donné, donc ça peut partir du quartier, de la ville, d'un pays, d'une région du monde, et pourquoi pas du monde. Et moi, ce rêve un petit peu, qui est un rêve, y compris d'ailleurs du mouvement anarchiste, d'avoir une sorte de fédération des pays ou une sorte de grand parlement international mondial, ça n'est pas inintéressant par rapport aux problématiques écologiques. On voit bien, ici dans la Caraïbe, bon, bien sûr qu'il y a des organismes de la Caraïbe, on sent que la gouvernance caribéenne, on a beaucoup à travailler pour aller faire une véritable gouvernance caribéenne, mais en réalité, la réalité du monde n'attend pas. Imaginez que vous ayez une pollution aux pêcheurs ou à la grande rivière. Vous pensez que la Dominique sera épargnée et vice-versa. Imaginez une pollution à Roseau ou à Scotland, à Cachatou. Vous pensez que ça ne va pas nous atteindre, ça va nous impacter. Mais alors, il y a cette réalité que le monde est interdépendant, mais en même temps, nous n'avons pas les outils en termes de gouvernance pour gérer l'interdépendance du monde. Ce qui explique que d'autres prennent cette place-là, parce que, comme qui dirait la nature world ville, mais c'est qui? C'est les transnationales, les multinationales, ceux qui écrasent les peuples, qui écrasent
les catégories les plus démunies, les plus défavorisées. C'est pour. Donc, c'est pas, quand on dit qu'on est souverainiste, on n'est pas pour un monde fermé. Non, on est conscient, ancré. Je suis un Martiniquais, je défends mon identité martiniquaise, je l'ouvre à une identité caribéenne, mais je suis conscient de ce que je suis également un citoyen du monde, mais je ne dois pas être un citoyen passif, mais un citoyen actif pour que les choses bougent, pour que les choses changent, dans le sens d'une autre relation à la nature. Donc je suis dans la nature, je suis nature, et puis aussi plus largement du point de vue des inégalités qui sont inadmissibles, intolérables, et cette forme d'égoïsme qui fait que de plus en plus d'autocrates et de gens qui sont pour les replis sont élus, notamment en Europe, et qu'on traite des hommes, comme disait la chanson, comme des chiens. Vous savez, j'aime bien cette chanson écrite par Patrick Chamazo et interprétée par Tabou Kombo Yo, et au point de vue chien, on traite des hommes et des femmes comme des chiens. C'est inadmissible, alors que l'on sait pertinemment qu'en quelque part, eh bien que s'il y a ces situations-là de par le monde, quelles que soient les régions du monde, il y a très souvent la main de pays cupides qui veulent profiter des ressources existantes dans d'autres pays et qui, comme on dit en termes vulgaires, ne manquent pas de foutre leur monde, quoi, quelque part. Alors, M. Nadeau. Passez-moi l'expression. Oui, mais vous êtes libre, vous avez une parole de pièce, c'est votre parole et parfois il faut savoir utiliser certains mots pour être sûr d'être compris. Alors, on commence à bien comprendre votre vision par rapport à l'environnement. Ce n'est pas juste la nature, c'est également la manière dont sont construites nos sociétés, dont nous réfléchissons notre mode de vie. Vous parlez de souveraineté, vous avez donné l'exemple de pollution qui, je pense, est un bon exemple puisqu'on le voit avec les sargasses. Chaque île a une manière de traiter ce problème-là différemment. Peut-être qu'on va pouvoir rester sur cette Mais les sargasses, ça va plus loin. C'est intéressant l'exemple des sargasses. Alors, quand on connaît maintenant, bon, alors, on disait que ça venait de la mer des sargasses, on a compris que la question des sargasses, il y a deux choses, au réchauffement climatique d'une part, mais à la déforestation, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique d'autre part. Mais qui fait ces déforestations? Qui est responsable du réchauffement climatique? Donc ça génère une forme de pollution, enfin, on va dire qu'on parle de bio-invasion sur la Caraïbe. Donc déjà, pour trouver la cause et traiter la cause, il faut dépasser les frontières, il faut même dépasser la région Caraïbe pour aller en Amérique du Sud, encore quand nous sommes américains, mais jusqu'en Afrique, encore quand nous avons un lien bien sûr historique avec l'Afrique. Et puis après, il faut le traiter, pas seulement au niveau de la Martinique, c'est impossible, mais au niveau de la Caraïbe. Au niveau de la Caraïbe, le traiter au niveau de la Caraïbe, en même temps, ça ne nous empêche pas d'avoir aussi des solutions à l'échelle de la Martinique. Ça montre bien l'exemple des sargasses, c'est assez parlant à ce niveau-là. La Martinique, il faut traiter au niveau du pays, la Martinique. Donc, on va mettre un barrage anti-sargasses, c'est bien sûr le traiter même au niveau d'une commune, au niveau local. Mais après, on ne pourra pas régler définitivement la question des sargasses si on n'associe pas l'ensemble des pays de la Caraïbe, parce que tous les pays de la Caraïbe sont impactés. Mais pour le régler vraiment de façon conséquente et définitive, il faut s'attaquer aux causes. Donc remonter jusqu'à d'autres zones, d'autres régions du monde, à l'échelle planétaire, que ce soit l'Amérique du Sud qui est très proche de nous géographiquement, ou même jusqu'à l'Afrique, etc. Et qui est responsable en fait? Pour qui, au Brésil, on aura un certain nombre de pratiques culturelles ou de pratiques d'élevage responsables de la déforestation? Eh bien pour l'Europe. Parce que le principal consommateur de viande brésilienne, c'est l'Europe. Donc il y a une responsabilité également de l'Europe. Le bois d'Afrique, etc., du Congo, etc., qui est-ce qui en profite? En quelque part, c'est souvent les pays de la sphère occidentale et l'Europe, etc. Donc il y a une responsabilité qui est à la fois internationale, avec des possibilités de traitement au niveau régional, au sens international du terme, par exemple la Caraïbe, et puis un traitement au niveau d'un pays comme la Martinique, et peut-être pour descendre encore plus bas, un traitement au niveau d'une commune comme le Marigot, le François, le Robert, le Vauclin, par exemple. Alors par rapport à cette vision... Donc ça montre bien cette imbrication, cet emboîtement, la nécessité d'une articulation entre plusieurs niveaux qui partent du local au global. Quels sont les freins par rapport à cette articulation pour arriver dans un monde idéal où nous arrivons à interagir entre les différentes souverainetés? Mais justement, le problème c'est que vous savez, il y a où on est dans un monde où on dit qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas de petit peuple. Donc on est pour que les peuples disposent librement d'eux-mêmes et que la notion d'autodétermination du peuple. Mais en même temps,
il faut absolument comprendre qu'il faut une solidarité entre les peuples. Il faut une gouvernance solidaire des affaires du monde et qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens qui se battent pour cette vision du monde ont beaucoup de mal parce qu'il y a une tendance au repli identitaire. Il y a une tendance d'ailleurs qui est, je dirais, à la fois liée à une vision autocratique de la gestion des pays, avec une sorte de cloisonnement d'affaires. On ne veut pas savoir qu'il y a la guerre dans des pays, qu'il y a des gens qui meurent de faim, qu'il y a des gens qui souffrent, etc. On ferme les frontières et ils avaient comme elle qui compte. Mais ça, c'est pas une vision humaniste, c'est pas une vision progressiste, c'est pas une vision, c'est une vision complètement égoïste du monde. Mais on n'ira pas loin parce que vous pensez bien. Et je crois que j'ai eu l'occasion de le dire une fois sur votre antenne. Je me réfère souvent à un grand homme d'église qui était l'abbé Pierre. Que disait l'abbé Pierre sur la question de l'immigration? Il disait, est-ce que vous pouvez imaginer un instant que quelqu'un qui vit dans un désert, qui voit en face de lui un oasis, ne serait pas tenté d'aller vers l'oasis et serait déterminé, enfin, voudrait rester dans le désert? Non, c'est pas possible. Il faut le comprendre. Alors là, je ne dis pas qu'il faille que tous les hommes du monde aillent dans les mêmes voies, il y a un déséquilibre. Donc nous avons aussi une responsabilité, c'est-à-dire c'est sur la coopération, l'idée de coopération. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous, au niveau de la municipalité du Pêcheur, nous voulons, alors c'est pas toujours facile, mais nous sommes déterminés à faire de la coopération avec les frères de Dominique, avec les frères d'Haïti. Et la coopération, c'est pas dans l'esprit comme le voit le système d'aide, pas très désintéressé comme le voyait d'ailleurs dans la vision française des fois de la coopération. C'est du co-développement, c'est de la solidarité. Et c'est se dire pas qu'on va porter la lumière à d'autres parce que nous sommes forcément supérieurs. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas supérieurs, nous sommes des égaux. Nous sommes égaux. Mais par contre, nous disons nous allons porter ce que nous pouvons porter de façon solidaire et recevoir ce que nous pouvons recevoir également de façon solidaire. Et quand le prêcheur coopère avec la ville de Tchok en Haïti, effectivement, Tchok a des besoins. Par exemple, s'agissant de l'eau. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec l'Office de l'eau de Martinique à aider Tchok à se doter de moyens de distribution d'eau, parce que c'est une problématique criante de l'eau. Mais en même temps, Tchok, nous ont des pratiques culturelles, etc., dans une zone intéressante, qui pourraient nous intéresser également, qui pourraient nous apporter un certain nombre de choses. Et puis il y a des expériences, comme comment en zone de montagne, avoir de l'eau lorsqu'on n'a aucune source, comment capter par exemple l'eau venant de la voie. C'est une technique que nous pouvons, qui existe en Amérique du Sud, mais que nous pouvons effectivement développer à la fois à Tchok et aux pêcheurs, par exemple. Donc, ce n'est pas dans l'esprit de on va porter la lumière, mais dans l'esprit d'une coopération. On revient à l'idée de la coopération, mais au sens de ce que certains appellent du co-développement. C'est-à-dire on se développe de façon, bien sûr, il y a des différences sur différents points, mais on essaie de marcher ensemble pour se développer ensemble et à partager cette volonté de développement durable. Alors, est-ce que c'est une démarche que vous aimeriez voir un petit peu plus développée partout en Martinique, par exemple, cette idée de co-développement avec des villes jumelées pour arriver à cette vision du monde, de l'environnement que vous nous avez énoncé tout à l'heure, à savoir une coopération, une certaine souveraineté sur un territoire donné et surtout, j'ai envie de dire, ouais, cette coopération entre les différents peuples. Oui, ça veut dire qu'il y a, alors moi j'essaie d'être pragmatique. Ça veut dire qu'on a une volonté, on a dit souveraineté, mais en même temps gouvernance. Donc, tout ça, c'est, comme dirait le sociologue, c'est un idéaltype, c'est ce dont je rêve, c'est mon rêve. Mais en attendant, il faut être pragmatique, il faut avancer. Alors, c'est pour ça que forcément, quand on agit, il faut toujours garder le cap, savoir ce que l'on veut. Mais se dire qu'on est dans un contexte particulier, dans un cadre juridique donné, donc il y a la France, et aujourd'hui, une évolution au niveau des modalités que l'État français met en œuvre dans ses relations avec les autres pays du monde, notamment les pays les plus pauvres. Et il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui pour des collectivités locales, que ce soit régionales, en France départementale, la CDM peut faire de la coopération. Elle en fait un peu, peut-être pas suffisamment à mon goût d'ailleurs. Mais les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération comme l'Espace Sud, comme la CACEM, comme Cap Nord, nous travaillons à Cap Nord, la Dominique Pêcheur, sur les projets de coopération, font de la coopération,
les communes peuvent faire également de la coopération. Donc, je pense qu'il faut, c'est mon souhait, effectivement, et je serais tenté de dire que je pourrais même dire que j'exhorte mes collègues maires et les élus martiniquais et les élus martiniquaises à s'engager dans cet effort de coopération par rapport à la Caraïbe. Parce que je vois, il y a un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'un coopérant français qui vient de Paris, etc., qui travaille, qui fait de la coopération avec les pays de la Caraïbe, il n'a pas le même code culturel, il n'a pas la même lecture des choses. C'est pour ça qu'il est intéressant des fois pour les frères de la Caraïbe, pour un pays comme Haïti, que pour les projets de coopération soient portés des fois par les frères de la Caraïbe, comme les Martiniquais, les Guadeloupéens, etc. Parce qu'on sait aussi, d'ailleurs beaucoup d'Haïtiens le disent, notamment des économistes haïtiens, qu'Haïti, des fois, souffre, si je prends l'exemple d'Haïti, Haïti souffre beaucoup de l'action des ONG, qui n'est pas toujours très claire, n'est pas toujours très limpide, dont on ne voit pas toujours les orientations et le cap, qui est toujours un petit peu biaisé. Parce qu'ils n'ont pas la même approche des Haïtiens que nous, parce que nous sommes comme les Haïtiens du Caribéen. Donc, d'où l'importance et l'intérêt à la fois pour Haïti, mais pour nous également, et pour les autres pays de la Caraïbe, de développer au niveau des collectivités martiniquaises, que ce soit la collectivité majeure, les intercommunalités ou les communes, développer, aller vers plus de coopération dans l'espace caribéen. Vous disiez que vous n'étiez pas forcément pour la coopération désintéressée. Est-ce que cette coopération peut apporter également au niveau économique et culturel? Absolument. Moi, je crois que ça peut apporter beaucoup. D'une part, parce que, je prends un exemple. Sur nos relations avec la Dominique et Sainte-Lucie, ne serait-ce que ça, mettons, il y a de quoi faire. Bon, on dit souvent, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? On nous dit, oui, mais je n'en pas ça, on est en macroéconomie, comme on dit. On va me poser problème d'échelle. C'est un marché trop étroit, avec des frais d'approche trop importants, parce qu'on exporte très loin, ou on importe de très loin, mais on a des gens qui sont tout près. Donc ça veut dire que si on raisonne en termes d'économie d'échelle, eh bien, il y a la Caraïbe. Mais il ne faut pas se dire que nous, on va venir là, on va écraser tout le monde, et puis c'est nous qui avons tout. Non, ça veut dire qu'on peut échanger du point de vue commercial. Mais regardez les difficultés que nous avons à échanger, ne serait-ce qu'avec la Dominique. Et j'imagine toujours une possibilité, effectivement, d'échange naturel à partir du port du pêcheur, par le biais des pêcheurs, par le biais de toute importation sur le modèle du cabotage, de gens, comme ça existait dans les années en Martinique, d'échanges commerciaux, où on pourrait recevoir les très bons produits naturels qui viennent du pays de la Dominique, parce qu'ils ont de très bons produits naturels, et de même, nous, on pourrait exporter vers la Dominique ce dont les Dominicains pourraient avoir besoin. Là, ça nous permettrait, par exemple, à travailler sur les matériaux de construction, ce genre de choses. Je pense qu'il y a matière à développer des échanges, et ça n'est pas, c'est évident qu'on commence par. Je parlais tout à l'heure d'outils juridiques, ça va prendre la forme d'aide, de la solidarité. Mais au fond, quand on va développer des échanges, ça nous permettrait effectivement d'aller vers une coopération, je veux dire, un peu plus économique, dont on a besoin. Parce qu'on nous oppose souvent l'idée qu'on est trop petit, qu'on a des marchés trop étroits, trop exigus, et on nous oppose souvent les histoires d'économie d'échelle quant à notre développement. Donc ça veut dire que nous avons intérêt à nous ouvrir sur la Caraïbe. Mais il faut sortir de l'idée que nous sommes supérieurs aux autres Caribéens et qu'on va leur apporter la lumière. Il faut se mettre, revenir à plus de modestie, d'humilité, et si vous dire, frère, je te propose d'échanger avec toi, mais en te regardant les yeux dans les yeux comme quelqu'un qui soit mon égal et rien d'autre. Merci beaucoup, M. Nadeau, d'avoir échangé avec nous sur cette thématique qui a été transversale, j'ai envie de dire. On n'est pas resté de manière verticale sur l'environnement, mais on a pu voir que votre vision travaille sur de nombreux sujets en même temps, de manière transversale, de manière horizontale. Oui, absolument. Il faut aller vers plus de transversalité parce que la segmentation, le cloisonnement ne nous permet pas de voir toutes les réalités, toutes les facettes des problématiques. C'est-à-dire forcément, il faut être dans cette approche-là. Et si on n'est pas dans cette approche-là, on l'a bien vu, la vision jusqu'à présent du monde, c'était une vision un peu, effectivement, segmentée, cloisonnée, et tout le monde sait que maintenant il faut décloisonner, y compris les politiques publiques. Des fois, pour traiter le problème de santé, tiens, prenons l'exemple de la santé. Alors, il y a l'aspect, je veux dire, thérapeutique, c'est-à-dire on va mettre en place des thérapies, on va mettre en place des traitements, on dit, mais
quand on cherche la cause de certaines maladies, je prends l'exemple des maladies respiratoires, s'il n'y a pas un traitement au niveau de ce que certains appellent la santé environnementale, eh bien, c'est vrai qu'on ne s'en sortira pas. Parce que vous allez traiter, vous allez dépenser de plus en plus d'argent pour des traitements techniquement de plus en plus longs, mais vous auriez toujours la même pathologie parce que vous n'auriez pas traité les causes. Donc, il faut une approche transversale. Il faut sortir de cette approche un peu segmentée, cloisonnée du traitement pour ouvrir la santé à une vision, on dirait, holistique, c'est-à-dire globale, des problématiques de santé. Et je pense que la santé, nous allons l'aborder encore dans la deuxième partie de l'émission.